Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Africa Today Télévision et bienvenue dans ce journal. Le président guinéen, professeur Alpha Condé, limoge 3 de ses ministres du gouvernement de Mamadi Yula. Ce remaniement partiel a fait partir notamment les ministres Sékou Kourouma de la fonction publique et Ibrahima Kourouma de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Sur le limogeage, notre rédaction a tendu ce micro ce mardi aux citoyens de la capitale. Suivez leur réaction dans ce reportage de Mariama Bayloli. Sur les 3 ministres qui ont été limogés, 2 étaient déjà décriés par les uns et les autres. Les noms de Sékou Kourouma et Ibrahima Kourouma, respectivement de la fonction publique et de l'enseignement préuniversitaire, étaient sur les lèvres des citoyens dans les manifestations des fonctionnaires non pris en charge. C'était de même chez les élèves qui manquaient d'enseignants dans leur classe. Quelques jours après ces manifestations, c'est la volonté de la population qui se matérialise à travers ce décret du président Alpha Condé. J'ai bien apprécié le décret que j'ai suivi hier parce que pour la simple raison que ça a aidé le pays à sortir de ce chaos-là. Ça a été une bonne chose. Je pense que le président a su prendre ses responsabilités. Par rapport au décret d'hier, c'est un bon décret. Il a bien fait quand même de faire ce changement parce qu'ils ont été très réclamés depuis très fort longtemps. Aujourd'hui, Sékou Kourouma cède sa place à Billy Nankouma Doumbouya et Ibrahima Kourouma à Ibrahim Khalil Konaté. Pour beaucoup, ce décret est venu assez tardivement. Moi, je pense qu'il devrait avant tout d'abord, prendre des décisions avant que cela n'intervienne dans notre pays. Sinon, pourquoi fermer les écoles pendant 3 semaines sans prendre des mesures au préalable? Moi, je pense que ça, c'est une mauvaise image. Par rapport au décret d'hier, malheureusement, il aurait dû venir plus tôt parce qu'il y a eu des pertes en vie humaine et matérielle, ainsi de suite. Les souhaits ne tarissent tout de même pas pour les ministres entrants qui ont selon eux une lourde tâche à accomplir. Et au nouveau ministre entrant, je souhaite qu'il ne soit pas comme l'ancien. Il est vrai qu'il ne sera pas éternel là-bas, un jour ou l'autre, il faudrait bien qu'il parte, mais qu'il ne fasse pas comme celui qu'il vient de remplacer. Moi, mon avis, on va voir à le jour qui va venir comment eux aussi vont marcher. Pour les nouveaux entrants, sauront-ils faire face aux énormes défis, notamment à la fonction publique et à l'enseignement préuniversitaire? L'avenir nous édifiera. Le nouveau code électoral adopté par l'Assemblée nationale fait encore débat dans la cité et Sidi Touré se prononce lui aussi. Le président de l'Union des forces républicaines estime que ce document est simplement un arrangement entre certains partis politiques qui veulent tout politiser dans le pays. Le haut représentant du président Alpha Condé l'a réitéré ce mardi dans l'émission La Tribune de l'Actualité Plus. Décryptage, Salematou Baldé. Le nouveau code électoral, avant d'être promulgué, doit d'abord être examiné par les magistrats de la Cour constitutionnelle, et ce, pour vérifier sa conformité ou non à la Constitution. Un passage obligatoire selon les juristes parce que c'est une loi organique. Avant cette étape, son adoption à l'Assemblée nationale fait encore grincer des dents. Le leader de l'UFR, joint ce mardi dans l'émission La Tribune de l'Actualité Plus, a dénoncé la démarche qui a abouti à l'adoption de ce nouveau code électoral. D'abord, nous avons combattu l'idée qu'un accord qui a été signé, disons, sur le coin de la table avec 2 partis politiques puisse servir, disons, à faire une nouvelle loi. Ça, nous estimons que ce n'est pas normal. La deuxième chose, c'est que ce texte de loi fait fi des modalités pratiques qu'on avait prévues pour la nomination des chefs de quartier et des présidents de district, qui était un problème plus consensuel que politique pour des raisons évidentes. C'était de laisser vraiment la paix dans les quartiers et que les gens se mettent d'accord pour nommer leur chef de quartier. Pour Sidi Touré, le nouveau document ne permet pas un bon ancrage démocratique à la base. Et pire, selon lui, le règlement intérieur a été violé par les 2 autres groupes parlementaires lors de son adoption. Et dans le texte que nous avons même eu entre nos mains, il s'agit d'un parti politique arrivé en tête, c'est-à-dire elle peut être une majorité relative, elle n'est même pas une majorité absolue. Donc nous avons combattu tout cela et le comble de l'opération, c'est le fait que nous avons réuni 19 députés pour qu'il y ait un vote à bulletin secret. Quand on n'a pas pu obtenir cela malgré ce qui est prévu par l'article 83 du règlement intérieur, nous avons préféré ne pas assister à ce vote. Pour le haut représentant du chef de l'État, un tel arrangement accepté et consommé pourrait ouvrir la brèche à d'autres violations de la loi,
Allusion faite certainement à la question du troisième mandat. Nous avons signalé à certains de nos amis que dorénavant, quand il y aura, disons, des problèmes de ce genre et que les textes seront complètement mis de côté, je ne vois pas de quelle manière ils pourront protester. Dans la raison pour laquelle il faut se maintenir dans le cadre de la loi dans ce genre de problème. Le nouveau code électoral comporte 214 articles repartis en 9 titres, contrairement à l'ancien qui en comportait 225. Enfin, un rêve des Guinéens se matérialise. La Guinée vient de se doter d'une nouvelle compagnie qui s'appelle Guinea Airlines. L'exploitation de ces avions nécessite la mise en état rapide des pistes dans les grandes villes du pays pour assurer le trafic aussi bien à l'intérieur de la Guinée que dans la sous-région. Là-dessus, le ministre d'État des Transports promet de s'y mettre au plus vite pour réhabiliter les pistes d'atterrissage. Omar Sow, explication. Après des décennies sans compagnie aérienne, la Guinée renoue de nouveau avec les airs. Ces deux avions de Guinea Airlines viennent soulager le besoin de la population en matière de flotte aérienne. Malgré le lancement de ces vols, les citoyens désireux de rallier l'intérieur du pays sont tenus obligés d'attendre que les pistes d'atterrissage des différentes préfectures ciblées par la compagnie soient dégagées des encombrements physiques. Un travail que le ministre d'État des Transports entend effectuer dans les jours à venir. Le problème se situe au niveau de la baie, du fait de l'occupation de l'emprise de la piste. Les gens de la baie sont rentrés jusqu'à 150 mètres à partir de l'axe de la piste, n'est-ce pas, sur les emprises. Mais là, l'État a pris l'engagement, vous avez écouté, n'est-ce pas, la promesse du chef de l'État. Dès la semaine prochaine, nous allons procéder à la démolition, à déguerpir les gens, n'est-ce pas, sur les emprises de la piste. Autre souci souligné avec la mise en circulation de cette compagnie, c'est celui de voir le gouvernement doter le pays des aérogares nationaux d'installations appropriées afin d'assurer un trafic aérien régulier et sécurisé. Parlant toujours des infrastructures aériennes à réaliser, le responsable des transports rassure que 2 sont déjà opérationnels. Sur les pistes, n'est-ce pas, qui vont recevoir les avions, il y a 2 qui sont prêtes. Il y a celle de Zérekoré, n'est-ce pas, très bientôt. Dans une semaine, la liste sera prête. Aussi, il y a celle de Cancan. Le but visé par la mise en place de cette nouvelle compagnie est d'œuvrer pour faciliter le déplacement des citoyens vers divers horizons. En attendant, les citoyens doivent attendre jusqu'en mars pour l'exploitation de cette compagnie, a déclaré le ministre Oyegi Lavogui. La protection des tout-petits. De nos jours, de plus en plus d'enfants se retrouvent dans les rues pour exercer des métiers d'activité lucrative. C'est le cas par exemple dans la région de Zérekoré où bon nombre d'entre eux migrent pour trouver de quoi vivre. Les enfants de la rue, c'est un reportage d'Aïssata Fofana de Retour de Zérekoré. Suivez. Brouette en main, à la recherche de la clientèle, Emmanuel Haba sillonne le marché de Zérekoré Centre. Âgé de 13 ans, il aurait voulu, comme tout enfant de son âge, poursuivre ses études. J'ai commencé à première année jusqu'à aller à 4e. Le moment que je voulais aller en 5e année maintenant, mon père était parti en aventure à Libéria. C'est pour cela qu'il n'y avait pas moyen pour ma grand-mère, c'est moi et ma grand-mère qui est là. Aujourd'hui, il exerce cette activité de transporteur de colis pour pouvoir contribuer à la dépense familiale. Il envoie chaque 2 riz, moi aussi je fais ça pour donner l'argent à ma grand-mère pour qu'il n'a qu'à acheter les condiments préparés. Par jour, je peux trouver 40 ou 50 et 20 000 comme ça. À l'image d'Emmanuel, d'autres enfants aussi s'affairent dans les rues du marché et environ à la recherche du quotidien, parfois à leur compte ou pour celui de leurs parents. Je roule pour pouvoir m'acheter des fournitures scolaires. Des fois je gagne 25 000 francs, des fois 11 000. Je suis pneumatique à côté de la commune. Mes parents m'ont mis dans ce travail pour ne pas que je vole. Quand je quitte à l'école, je viens au travail. Je suis étudiant, j'ai fait la 6e année à l'école primaire de Dramé Omar. Je m'en vais à côté de mon père. Il fait la commerce. Selon des statistiques de la société civile locale, ces enfants débrouillards viennent des régions avoisinantes. Ils représentent de nos jours 40% de la population et leur âge varie entre 8 à 17 ans. Ces enfants sont en grande partie en provenance de la Haute-Guinée, de la Moyenne-Guinée, à la recherche du capital, parce que c'est un pôle économique attractif.
Et ça favorise tout de suite l'émergence d'un capital, d'un commerce. Alors ces enfants, si ce n'est pas la situation d'orpaillage maintenant en Haute-Guinée, tous les enfants, le nombre serait plus que ça. À Zérékoré, comme partout ailleurs en Guinée, cette situation dépeint le droit des enfants. D'après l'ONG Humanium, 73% des enfants guinéens exercent une activité professionnelle alors qu'ils n'ont pas atteint l'âge minimum et 61% d'entre eux travailleraient en tant que domestiques. Un fait qui les expose au phénomène de traite d'enfants. Une pratique à bannir sous toutes ses formes. Culture avec Conakry, capitale mondiale du livre. Le jour J, c'est pour très bientôt et des projets pour sa réussite ne finissent pas dans l'escarcelle de l'Harmattan Guinée. Des écrivains, des cinéastes et même des miss veulent chacun apporter sa part de contribution pour rendre plus belle la fête. Plein de propositions ont été faites ce lundi aussi au commissariat général de ce rendez-vous littéraire de Conakry. Ça, Alou Yamouno. L'un des projets présentés ce lundi au commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre, c'est bien sûr celui de Henri Sidibé, l'ancienne Miss Guinée. Cette reine de la beauté vient de procéder à la réhabilitation de la bibliothèque de la Cité Solidarité. Cette infrastructure rénovée facilitera l'accès aux livres à 12 enfants démunis de la dite cité. Le constat lors de la visite sur les lieux de cette bibliothèque était amer. La bibliothèque était complètement délaissée, disparaissant sous la poussière et le besoin étant pressant, nous avons décidé de lancer un défi de 20 jours pour complètement la rénover et l'alimenter ou l'équiper en matériel mais aussi en livres. Et ces 20 jours ont été complétés le samedi dernier et hier dimanche, nous avons fait la remise officielle des clés de la bibliothèque rénovée aux autorités de la Cité Solidarité. Cinéaste de formation, Solange Gopou-Sagnon, elle, compte réaliser un film allant dans le sens de la promotion de la scolarisation de la jeune fille. Puisque depuis très longtemps, les filles sont scolarisées, mais elles ne parviennent pas toutes à terminer les études. Pourquoi ces blocus? Donc ce film sera là pour parler aux parents, non seulement les convaincre de les scolariser, mais de les maintenir et de les suivre jusqu'à la fin de leur vie. Solange Sagnon veut aussi amener les forces de défense et de sécurité à la lecture, et ce, à travers un projet intitulé « Un militaire, un livre ». Nous avons un militaire, un livre. Un projet qui n'a pour le moment pas été dit encore par d'autres personnes. Donc je compte mettre ça à l'approbation de la population, mettre en valeur, puisque nos militaires ont besoin de la lecture, ont besoin de se former vraiment pour rendre service à la population. C'est surtout le projet que je compte appuyer vraiment et que Sansi et son équipe puissent m'aider à voir jour. Auteur d'une trentaine de publications, le professeur émérite Edmond Jouve compte aussi en avril prochain prendre part à Conakry, capitale mondiale du livre, qui lui tient à cœur. La presse guinéenne en deuil avec la mort du célèbre chroniqueur de l'émission Un conte pour une nuit sur les antennes de la radio nationale. Frère du célèbre écrivain guinéen Camara Laye, Cheikh Oumar Camara a rejoint ce mardi sa dernière demeure. À la levée de son corps à la morgue du CHU Ignace Dine, ils étaient nombreux, parents, amis et anciens collaborateurs à lui rendre un dernier hommage. Compte rendu Mamadou Alphaba. Né en 1947 à Kouroussa, Cheikh Oumar Camara est le troisième jeune frère de l'écrivain Camara Laye, l'auteur du célèbre roman L'Enfant Noir. Le fulgurant animateur des émissions Un conte pour une nuit et un chant et son contenu sur la radio-télévision guinéenne, Cheikh Oumar Camara, communément appelé le messager des temps anciens, était aussi historien et poète. La disparition de ce grand homme de culture ne laisse pas indifférent ses collaborateurs. Pour reconnaître qu'il va laisser un grand vide dans la mesure où je ne dirais pas qu'il est qu'il sera irremplaçable, mais trouver quelqu'un qui pourra faire comme lui, ça ne va pas être facile au niveau des jeunes journalistes aujourd'hui. Donc Cheikh Camara, il était assidu, il faisait beaucoup de recherches et il partait aux racines, à la source, pour pouvoir meubler ses émissions. C'est une perte énorme pour la RTG, c'est une perte énorme pour la culture guinéenne et c'est
ouverte pour la tradition africaine. Pour notre génération de journalistes, Cheikh Oumar Kamara est une référence. C'est une leçon, c'est un modèle que nous devons copier. Humble, courageux ou encore protecteur des valeurs africaines sont entre autres superlatifs employés pour magnifier la grandeur du défunt. Il m'a enseigné, il m'a éduqué. C'est de lui que j'apprends que celui qui répond à l'appel de la patrie par l'arrogance est un insurgé. C'est lui qui m'enseigne dans Mali Sadio le sens de l'amour. C'est lui qui m'apprend comment un orphelin peut vivre, qui m'a laissé orphelin. Je retiens de lui un Africain, je retiens de lui un littéraire, je retiens de lui un grand conseiller, un grand-père. Je retiens de lui un homme extraordinaire. C'est sur ces témoignages pathétiques, souvent chargés d'émotions, que le doyen de la famille du regretté a remercié tous les proches collaborateurs et admirateurs qui ont effectué le déplacement. Les remerciements. Exprimer notre gratitude. Tous ces Guinéens se sont mobilisés. Après plus de 30 ans de service à la radio-télévision guinéenne, Cheikh Oumar Kamara s'en va en laissant derrière lui une veuve et 3 enfants. Cette autre voix, vous ne l'entendrez plus sur les antennes de la radio-télévision nationale. Sport en bref et en images. C'est désormais connu, le président du Orea Athletic Club, Mamadou Antonio Souaré, est élu président de la Fédération guinéenne de football devant son challenger Salifou Kamara Super V. Au terme du vote, Antonio Souaré, présenté par le Orea, a recueilli 62 voix contre 2 seulement pour le candidat de l'AS Kaloum. Cette élection vient mettre fin à une longue crise qui minait jusque-là l'instance dirigeante du football guinéen. Nous reviendrons plus en détail sur cet élément dans nos prochaines éditions. Sans transition, l'Afrique abrite 100% des terres non encore cultivées et dispose de grandes réserves d'eau. Pourtant, elle est la seule région du monde où la productivité agricole est restée stagnante. Comment changer la donne? Suivez la réponse dans ce reportage. L'Afrique a-t-elle réellement pris conscience de son potentiel agricole? La réponse est non, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, puisqu'à ce jour, le continent abrite 60% des terres non cultivées au monde, de quoi concentrer les attentions d'une industrie agroalimentaire à l'appétit sans cesse croissant. Au niveau mondial, la demande de produits agricoles est censée doubler lorsque la population mondiale atteindra 9,1 milliards en 2050. L'Afrique est ainsi en passe de devenir un continent stratégique pour l'industrie agroalimentaire mondiale, avec près de 60% des terres non cultivées au monde. Encore faut-il trouver la bonne stratégie. Selon certains observateurs, l'accent doit être mis sur l'adoption de meilleures variétés de semences, la rationalisation des chaînes de valeur, mais aussi et surtout la mécanisation gage de compétitivité, le tout avec le concours du secteur privé. Mettre en place un système d'accompagnement des différents opérateurs qui ont une capacité d'investissement mais qui ne sont pas forcément des industriels à la base, leur mettre à la disposition un ensemble d'outils pour leur permettre de conduire leurs actions d'investissement. Des politiques d'incitation à l'investissement et le développement des infrastructures d'énergie et des transports doivent par ailleurs être inscrites à l'agenda des gouvernements africains pour véritablement rendre effective la révolution verte et pourquoi pas atteindre l'objectif fin zéro. Agriculture toujours, cette fois en Afrique du Sud. Là-bas, la culture du maïs est menacée au nord-ouest après de fortes pluies. Des dizaines d'hectares pourraient être perdus après avoir connu des reculs successifs en 2016 et en 2017. La production sud-africaine du maïs pourrait néanmoins bondir jusqu'à 68% en 2017. Suivez. Dans la province du nord-ouest de l'Afrique du Sud, des dizaines d'hectares de cultures de maïs sont en train d'être engloutis par les eaux. Depuis le mois de décembre, de fortes pluies ont inondé les semences. Mais les populations assistent surtout à d'autres situations désagréables. La qualité de la production des maïs est négativement touchée par cette situation. Comme vous le voyez, les épis sont excessivement décolorés. Les plantes risquent de ne plus atteindre leur croissance car ce ralentissement va entraîner des infections sérieuses.
Il pleut en moyenne entre 83 et 124 mm de pluie au cours de la saison pluvieuse dans cette province. Pour les services de gestion agricole, des solutions sont en train d'être trouvées. Nous allons y trouver des solutions. Notre expérience dans cette région nous enseigne qu'il est important de rester optimiste. Même s'il y a eu surabondance des pluies, il faut noter que c'est la période des pluies. Cela est donc tout à fait logique. Le maïs est la principale production agricole du pays, avec plus de 12 000 petites exploitations en activité. Il génère au moins 150 000 emplois par an pour une production de 10 millions de tonnes annuelles. Aux États-Unis, le président dit vouloir que le pays recommence à gagner les guerres. Voilà donc pourquoi Donald Trump veut redonner des crédits à l'armée, pas n'importe laquelle. À quelques heures de son discours devant le Congrès, le président des États-Unis a proposé une hausse historique des dépenses du Pentagone. 54 milliards de dollars supplémentaires, près de 10% des moyens inédits pour, dit-il, protéger les Américains. Suivez. C'est la première indication chiffrée de son premier budget. Et ce n'est évidemment pas un hasard si Donald Trump commence par la défense. Un président encore et toujours en campagne sur la protection des Américains et la gagne, ses thèmes de prédilection. Ce budget inclura une hausse historique des dépenses militaires pour reconstruire l'armée des États-Unis au moment où nous en avons le plus besoin. Cette augmentation des dépenses militaires sera compensée par des économies et plus d'efficacité dans le budget fédéral. Nous allons faire plus avec moins. Plus 54 milliards de dollars, soit 9% d'augmentation, pour un budget de la défense de très loin déjà le premier au monde, 3 fois supérieur à celui de la Chine, et qui pourrait avoisiner les 650 milliards de dollars, renouant avec ces niveaux du début du mandat Obama. Encore faut-il donc que le Congrès valide la proposition qui se traduira par des coupes. Dans quel secteur? Trump a promis de ne pas toucher à l'aide sociale, mais l'environnement et le développement international sont visés. Le président ne donne pas de détails et promet d'en dire plus ce mardi. Un président communicant qui, de toute évidence, n'est pas avare d'effets d'annonce. 3 morts, 19 disparus encore, plus d'1 million de foyers privés d'eau potable. C'est le bilan en Chili des pluies diluviennes qui s'abattent sur le centre du pays depuis plusieurs jours. Des précipitations qui ont causé des éboulements de terre, des gravats dans le Maïbou, le fleuve qui approvisionne la plus grande partie de Santiago. Suivez. Quelques 500 personnes, les plus vulnérables, évacuées par hélicoptère. J'avais besoin de soins, j'ai un problème au cœur. En l'espace de 5 minutes, la pluie s'est mise à s'intensifier. L'eau dévalait dans les rues, on voyait des maisons emportées par les eaux. Les pluies diluviennes qui frappent la région de Santiago au Chili ont tout emporté sur leur passage. 3 morts et une dizaine de disparus en à peine quelques jours, un bilan qui reste provisoire. La force des courants empêche les secouristes de plonger. Les fortes pluies ont charrié de la terre et des pierres dans le fleuve Maipo qui fournit l'essentiel de l'eau potable à l'agglomération de Santiago. Les réserves d'eau sont donc inutilisables, d'où ce paradoxe, les inondations et une pénurie d'eau potable. On estime à 5 millions environ le nombre de personnes affectées. Les autorités ne sont pour l'heure pas en mesure d'indiquer quand il sera possible de rétablir le réseau. Les habitants se rendent donc en attendant dans les quelques 300 points d'eau potable mis en place dans la capitale. La rentrée des classes, prévue cette semaine après les congés d'été, a été reportée. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité sur Africa Today Télévision TATV. C'était tout au compte de cette édition de nos informations. Prochain rendez-vous, c'est demain à 20 h. Au revoir.